Welcome to the Smart Factory. Voilà Yves, je te propose de prendre la parole. Alors, merci beaucoup Hubert Pédurand Pédurand, et à chaque fois, Monsieur Pédurand de rejoindre notre semaine Smart Factory. Et pour moi, c'était une évidence, notamment avec le concept Gutenberg One, qui répond vraiment à toutes les innovations du futur. Et également, je sais que, mais je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants. Vous êtes président directeur général de plusieurs imprimeries, là aussi où il y a la robotisation. Mais durant cette session, on va surtout se concentrer sur cette technologie, sur ce robot. On vient de terminer avec Jacques Michels une session qui avait pour objet justement de planter le décor, ce qu'était l'industrie 4.0, ce qu'est, on va plutôt parler du présent dans le futur, ce qu'est l'industrie 4.0, et aussi les nouvelles stratégies industrielles qu'elle permet justement de mettre en avant, de faciliter. Quelquefois, ces stratégies industrielles ne sont pas nouvelles. Lorsqu'on parle de l'impression à l'unité, certains imprimeurs ont déjà mis en place ce type d'approche, ou le terme de personnalisation de masse, c'est un terme qui date des années 80. Vous voyez que c'est pas récent, mais le 4.0 facilite ces stratégies. Et aujourd'hui, donc cet après-midi, durant cette première breakout session, on va justement. Alors, Jacques, est-ce que tu as téléchargé, ou je vais partager mon écran? Tu l'as téléchargé déjà? Oui, ce que je vais faire, je vais lancer la présentation de Hubert. Et donc, de là, vous pouvez donc continuer en bas. Vous verrez donc les boutons pour aller avant et arrière. Et comme ça, vous aurez la plateforme pour vous présenter et de faire votre conversation sur le robot, entre autres. Très bien. Voilà, donc juste 2 petites secondes. Donc, mon audience du Benelux et donc l'audience belge aussi est très intéressée ce qui se passe en France, bien évidemment. On est fort liés. Et donc, après votre présentation et notre conversation qu'on va avoir ensemble, donc la session suivante, mais je mettrai le lien dans le chat pour ceux qui seront intéressés. Donc, on enchaînera avec un de vos collègues, un confrère belge, un imprimeur qui est également donc un petit peu dans ce que vous faites, mais bon, donc plutôt dans le monde académique. Vous parlez donc plutôt de l'impression à l'unité, je pense, avec votre concept, tandis que Luc Peters de l'imprimerie Peters et Publishing Peters, ils sont en fait un peu dans les tirages, disons, de 1, 100 à des milliers, aussi complètement dans l'environnement impression digitale. Mais voilà, donc moi je suis très très intéressé et je suis très content de vous avoir sur notre plateforme. Et donc voilà, ici je vais donc débuter la présentation et voilà, je vous donne la parole, Hubert. Donc... Merci à votre communauté d'être attentif à ce que j'essaye de faire et d'entreprendre pour notre métier. Vous m'entendez bien là? Oui, très très bien. On vous entend très bien. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention de couper nos micros pour pas justement... Il y a un bruit de fond, c'est ça. Voilà, pour éviter les interférences. Vous voyez les slides, hein, Hubert? Je vois les slides, oui. Voilà. Absolument. Voilà, c'est à vous. Oui, donc Hubert Pédurand, je suis avant tout un homme qui s'intéresse à l'écriture, à la lecture, et comment, dans les temps difficiles qui sont les nôtres, comment être
comment permettre au plus grand nombre à accéder au savoir. L'écrit est là pour ça, transmettre. Et en tant qu'imprimeur, puisque j'ai la chance d'imprimer des livres depuis bientôt 20 ans, et en particulier depuis 5 ans, je dirige trois belles entreprises qui sont spécialisées sur l'impression de livres, hein, et notamment des livres en noir et blanc, monochrome, donc du paperback. Donc c'est l'imprimerie La Ballerie en Bourgogne, qui est une coopérative, donc nous innovons également sur le volet social. L'imprimerie Floc, qui est là sur la massification, sur une base de rotatives, 3 belles rotatives qui ont été construites par les générations successives de la famille Floc, qui ont une longue tradition d'ingénieurs imprimeurs. Donc nous avons ce qu'on appelle les rotopages, ce sont des machines sur une base de flexographie qui nous permettent de faire de la massification pour ce que j'appelle des bookbusters, en comparaison aux blockbusters au cinéma. Donc le dernier en date que nous sommes en train d'imprimer en bookbuster, c'est le Joël Dickers, l'énigme de la chambre 622, et nous allons approcher le million d'exemplaires imprimés. Donc ça, j'ai la chance entre La Ballerie sur les courts et moyens tirages et le Floc sur les très longs tirages, également de diriger la Source d'Or à Clermont-Ferrand, qui est sur les petits tirages autour de 1 à 100 exemplaires. Donc j'ai la chance d'avoir le spectre, un spectre assez vaste de ce que demande le marché et de la réalité technique et industrielle et la réalité des coûts par rapport à ce qu'on nous demande. Le constat sur le marché, c'est que nous, les imprimeurs, nous avons une pression qui est très importante sur les prix et une pression encore beaucoup plus importante sur les délais. Et très sincèrement, quand j'ai commencé à réfléchir à l'automate qui est devenu l'automate Gutenberg One, je me suis remis dans la peau j'ai essayé de me mettre modestement dans la peau de Gutenberg quand il avait en face de lui des moines copistes. Et comment franchir le cap de la vulgarisation du savoir, hein. Et il a eu cette idée géniale. Les Chinois l'ont eu bien avant lui, hein, sur l'imprimerie, mais lui, sa particularité, ça a été d'inventer le caractère mobile à base de plomb et d'antimoine, donc capable de refondre cet alliage pour recomposer encore des caractères à l'infini. Donc il a permis avec son invention de rendre accessible la culture au plus grand nombre. Je dirais qu'en 500 ans plus tard, ce que j'ai essayé de faire, c'est de continuer son obsession de rendre la culture accessible au plus grand nombre. La difficulté que j'avais, c'est comment manufacturer un livre à l'unité, donc en quantité une, de façon économiquement viable et avec un axe industriel qui soit véritablement industriel. Donc le robot Gutenberg One a fait l'objet de 6 ans de recherche et de développement de ma part, et j'ai travaillé notamment avec un roboticien qui se trouve à Strasbourg, enfin pas loin, à Saverne en fait, qui s'appelle R&D Technologies. Et nous avons, sur mes propositions, nous avons abouti à une preuve de concept qui est donc le robot Gutenberg One, qui est apparu maintenant il y a 2 ans sur le marché. Donc l'équipe, j'ai créé une structure pour incuber mon invention. Donc cette structure s'appelle Gutenberg et compagnie. Et l'objectif de Gutenberg et compagnie, c'est d'exploiter mon brevet. Le brevet a pour but de rendre possible la manufacture d'un livre devant le client en moins de 5 minutes. En fonction du moteur d'impression, ce sera variable de 2 à 10 minutes.
C'est lié en fonction de la pagination également du livre et de son format. Mais en moyenne, un livre de 400 pages en format poche 10-18, puisque le robot est capable également de faire du deux pauses et de faire ce qu'on appelle du coming and going et de la superposition de blocs à partir d'un bloc A4. Nous divisons par 2 le temps de production pour tout ce qui est format A5 et inférieur. Donc, en moyenne, un livre produit par Gutenberg, c'est 5 minutes, effectivement. Donc, voilà, le nom du brevet, c'est dispositif d'impression robotisé de livres produits à l'unité et procédés associés. Le brevet a une couverture mondiale. Si j'enchaîne sur la situation du marché, nous nous adressons à un marché de 2,7 milliards d'euros. Là, nous sommes sur un marché qui est plutôt stable puisque le livre est relativement résilient. On le voit en période de crise. Nous considérons que le livre arrive à 80% chez les libraires ou équivalents, et il y a 20% des quantités qui sont faites via Internet, commandées via Internet. Je n'ai pas considéré les e-readers et les tablettes comme étant un véritable marché, puisque je considère qu'à 5%, c'est un outil qui est complémentaire au papier et qui ne fait pas véritablement de menace au papier. Si et seulement si il y a encore des imprimeurs demain. Parce que la question de fond également qui m'obsède, c'est la survie de notre industrie dans un contexte de dématérialisation croissante, avec la montée en puissance des plateformes comme Amazon et autres, qui demain pourraient parfaitement s'équiper en print pour produire les quantités qu'elles auront vendues. Évidemment, donc dans ce contexte-là, si j'ai quelques convictions, pardonnez-moi, je n'ai aucune certitude de ce que sera l'avenir. Le Gutenberg One, il a été également pensé pour faire ce que j'appelle de l'auto-impression et de l'auto-édition. En France actuellement, nous estimons qu'il y a à peu près 200 000 manuscrits qui ne trouvent pas d'auteur et dont le circuit pour matérialiser l'avancée est vraiment très très compliqué. Donc Gutenberg One permettra aux libraires qui seraient équipés de devenir, comme au XVIIIe siècle, éditeurs, libraires et imprimeurs, avec une capacité de faire vivre la création littéraire dans la zone où il se trouve. Donc Hubert, si je comprends bien, demain, si je veux publier ma thèse, je pourrais très bien aller chez un libraire, apporter mon manuscrit et ressortir de la librairie avec plusieurs exemplaires ou un exemplaire de ma thèse ou de mon ouvrage auto-édité. Oui, Yves, c'est exactement ça. Et je dirais que ce sera encore même beaucoup plus simple parce que associé à l'automate Gutenberg One, qui sera en mode retail, il y aura tout le front office et le back office avec les catalogues des titres. Mais dans le front office, il y a donc une interface qui vous permettra, Yves, d'écrire votre livre depuis votre canapé et d'être géolocalisé pour que votre livre soit produit avec un coût écologique le plus faible possible par rapport à votre lieu de vie. C'est vraiment ça l'objectif de Gutenberg. Sur la page qui est ici, nous considérons que 50% du prix du livre en France, et on peut dire qu'au niveau européen, c'est également la même situation, ces 50% de prix sont de l'inefficience, c'est de la non-valeur, c'est dans ces 50%, vous avez déjà 25% d'exemplaires qui sont invendus. Vous avez l'incertitude de la vente, vous avez le pilon, vous avez le surstock. Bref,
Gutenberg, One, j'ose le dire, même si parfois je ne suis pas compris, rend possible l'accès mondial du livre en mode de streaming. Alors, streaming, c'est pas pour autant dire que le livre sera en location. Streaming, c'est la constitution d'un network, d'un cluster avec, comme Napster, des points qui vont s'interconnecter entre eux. Et si un auteur qui veut se publier sur la 5e avenue à Manhattan, son livre sera immédiatement disponible dans la fraction de seconde partout où il y aura le network Gutenberg One dans le monde. Ça veut dire qu'un auteur, un micro-auteur au niveau local peut être visible au niveau mondial. Gutenberg One change beaucoup. C'est aussi un canal de distribution. Je ne prétends pas me substituer avec ce canal-là aux canaux de distribution existants, ceux des grands éditeurs qui maîtrisent également cette partie du business, c'est-à-dire toute la partie stock logistique, aller et retour du livre. C'est important parce que des imprimeries comme la Ballerie, comme Flock ou la Source d'Or ont besoin de ce canal-là pour continuer à vivre. Mais rendez-vous compte, Yves, que en France, nous avons à peu près 110 000 nouveautés de nouvelles éditions qui sont publiées tous les ans. Un libraire moyen, c'est 50 000 références qu'il a en stock. Comment voulez-vous qu'il soit le garant de la diversité culturelle? Comment voulez-vous qu'il soit le garant de l'accès aux livres, alors qu'Amazon, il a une infinie profondeur de catalogue à mesure qu'il peut étendre ses warehouses partout dans le monde entier. Voilà. Donc, il y a une vraie complexité d'accès du livre au niveau local et de faire de chaque libraire un concurrent local d'Amazon. Et il n'y a pas 36 solutions pour le faire. Il fallait réinventer le livre en dos carré collé. C'est ce que j'ai fait avec Gutenberg One. J'avais justement une question à ce niveau-là. C'était, est-ce que, évidemment, je comprends très bien pour le marché de l'auto-édition, mais pour le marché plus vaste, est-ce que les éditeurs sont prêts à partager leurs fichiers pour justement à ce qu'ils puissent être rematérialisés dans les différents points où installer votre technologie? Vous savez, Yves, je vais vous répondre par une parabole. Est-ce que vous auriez posé, je ne me compare pas avec le génial inventeur que je vais citer tout de suite, mais est-ce que vous auriez posé cette question à Thomas Edison quand il a inventé l'ampoule par rapport aux vendeurs de bougies? Non, je ne vais pas poser, évidemment. Je comprends. Donc, si vous voulez, la question, elle est ça, c'est qu'il y a un progrès. Qu'est-ce qu'on fait avec ce progrès? L'avantage de ce progrès, c'est de trouver son utilité. Donc, j'ai un rôle qui est un rôle de pédagogie que je dois avoir vis-à-vis des éditeurs. Évidemment, les clients, quand vous voyez la vitesse à laquelle les habitudes d'achat changent, compte tenu du contexte écologique, qui pousse très très fort vers un modèle comme le mien, les éditeurs, ils peuvent tourner la question dans tous les sens. La bougie ne sert plus à grand-chose aujourd'hui, et encore moins pour cheminer dans des stocks de millions d'exemplaires qui sont encore en francs pour certains, alors qu'on est déjà en euros. Donc, la question, c'est tout le fond de catalogue, cette fameuse longue traîne que nous avons, qui aujourd'hui, Yves, est capable de valoriser cette longue traîne dans un contexte d'instantanéité qui nous est imposé par les réseaux et cette hyper-dématérialisation de nos métiers. Donc, la question, c'est si les éditeurs veulent valoriser leurs fonds, notamment en disant aux auteurs qui, les auteurs pour un éditeur, c'est leur raison d'être, de dire à son auteur, tous vos titres, même ceux de plus de 30 ans, ceux de plus de 40 ans, ceux de plus de 70 ans, sont encore accessibles en moins de 5 minutes dans le network Gutenberg One. Qui est capable aujourd'hui de faire ça? De dire, Monsieur Yves, votre premier livre d'il y a 50 ans
il est encore disponible aujourd'hui. Ce que j'aime, moi je trouve, hein, votre particularité, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que votre technologie puisse produire sur le lieu de vente. Il y a des partenariats, on voit Hachette avec Latin Source par exemple. Latin Source qui permet justement à Hachette d'élargir son catalogue. Mais c'est vrai que ce partenariat entre Hachette et Latin Source, même si Latin Source est installé à Maurepas sur leur site de distribution, passe par le canal justement de l'envoi par la poste pour arriver chez client. Alors que c'est vrai, avec votre technologie, ce qui je trouve intéressant, c'est que de pouvoir avoir l'objet sur le lieu de vente ou au plus près de mon habitation. Et ça répond à la fois à des problèmes de bilan carbone, comme vous le dites, également à des sources pertinentes pour des libraires, etc. Donc de mon côté, je vois que c'est plus une complémentarité. Il y a donc Latin Source, et je sais que AGG Print avec la plateforme e-business également essaye de répondre à cette problématique. Et voilà, donc il y a plusieurs initiatives. Et comme vous le rappelez, également très proche, et je pense très vite, des plateformes comme Amazon également se positionneront sur ce type de marché. Mais pas en tout cas, pas sur les lieux de vente comme vous pouvez le proposer. Le lieu de vente, mais je dirais, Yves, au-delà du lieu de vente, le lieu de contact du livre. Oui. Pourquoi est-ce que les médiathèques, les bibliothèques ne s'équiperaient pas? Pourquoi est-ce que les collèges, les lycées, les universités, les campus ne s'équiperaient pas? C'est peut-être le libraire qui doit également équiper les médiathèques et les bibliothèques. Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mon inquiétude, elle est simple. C'est que nous avons une diversité culturelle folle et qui se paupérise parce qu'on va finalement vendre tous les mêmes choses, c'est-à-dire peu de références. C'est absolument précieux que de maintenir la diversité. Et ça, vous ne pouvez pas demander à un Lightning Source ou bien à un Copernicus d'Interforum de maintenir des millions et des millions et des millions de titres au catalogue, parce que ce n'est pas rentable pour eux. Et quand vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'un livre qui a plus de 30 ans, et qu'on vous dit, bah non, il n'est pas disponible, mais éventuellement on peut vous le scanner, et puis il faut attendre 15 jours, 3 semaines, et puis à l'arrivée, vous êtes... Enfin bref, le travail que ça nécessite derrière est colossal. Alors que le smartphone de l'imprimeur, parce que c'est de ça dont il s'agit, Gutenberg One, j'ose proposer, je ne mets rien, encore une fois, j'ai des convictions, mais je n'ai pas de certitude. Les certitudes, ce seront le marché qui diront si j'avais raison. Mais ma conviction, c'est que cet outil permet de rendre accessible une diversité de titres infinie. Et on est en capacité de transformer le libraire en mini-concurrent local d'Amazon sur 4 mètres carrés. Alors que Amazon ou Lightning Source, ce sont des dizaines, des centaines de milliers de mètres carrés dont ils auraient besoin pour avoir un exemplaire de chaque titre. Est-ce que vous vous rendez compte que sur la planète Terre, ce sont 2 millions d'exemplaires nouveaux qui paraissent tous les ans, principalement en Chine, suivi des États-Unis, suivi de l'Allemagne, suivi de la France. La France est à 110 000 titres, nouveautés, nouvelles éditions par an. Les Chinois ont un besoin de littérature et de transmission qui est 4 fois plus important que le nôtre. Donc, Gutenberg One, il est universel. Et dans un pays qui sortira, je l'espère, du Covid un jour, et les autres pays pareillement, le mélange des peuples, cette richesse des peuples, cette Babylone de la culture, aucun libraire ne peut le faire aujourd'hui. Gutenberg permet la multiculturalité
de la diversité mondiale de l'écriture. En un point, vous êtes allemand, vous allez en Bourgogne, vous voulez un titre sur Goethe dans votre langue, il faut être capable de le dire, oui, en 5 minutes, vous l'avez. Vous êtes chinois, vous êtes à Paris, vous voulez un bouquin de la dynastie Hans de quelques siècles avant Jésus-Christ qui est numérisé, on doit pouvoir vous le remettre. Tout à fait. Et j'en profite à ce niveau-là, quelle est la différence, parce que l'Expresso Book Machine avait ce même positionnement, quelle est la différence entre Gutenberg One et l'Expresso Book Machine qui a déjà quelques années, notamment implanté dans une université américaine ou dans les librairies en Angleterre? Alors, il n'y a pas qu'une différence, les différences sont nombreuses. La première différence, c'est que la technologie qui est utilisée par l'Expresso Book Machine est obsolète. La cinématique qui est embarquée sur la partie paperback, donc le finisher de l'EBM, je le connais bien, j'en ai 6 d'Expresso Book Machine et j'ai pu parfaitement étudier les trous dans la raquette de cet outil. Alors cet outil fonctionne. Il fonctionne à son rythme et avec parfois certaines instabilités de fonctionnement, mais je ne jette la pierre à aucun automate. C'est à l'usage que l'on voit la stabilité des outils. Les principales différences, c'est le concept même. C'est l'Expresso Book Machine travaille sur un séquencement de production, alors que moi je suis vraiment sur la synthèse additive. Par exemple, dos carré-collé, qui est vraiment central dans mon brevet, j'ai réinventé totalement le dos carré-collé du livre au niveau mondial. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'encollage du dos via un rouleau barboteur qui va passer dans un bac de colle qui va être maintenu à 170 degrés toute la journée. Au bout de quelques heures, c'est déjà du chocolat parce que la colle aura cramé quelque part, elle aura brûlé parce que il n'y a pas suffisamment de débit sur ce genre d'outil pour pouvoir avoir une colle qui reste abondamment utilisée et fluide. Donc la principale différence avec le BM, c'est le système de collage. Donc moi, j'ai déconstruit une imprimante 3D, j'ai fait extruder de la colle que j'utilise chez Laballerie et Floch, de la colle en petites billes. J'ai fait extruder cette colle pour la faire monter dans une bobine et un filament donc de colle. Et j'ai réussi à faire passer donc ce filament dans mon imprimante 3D, qui est devenu un pistolet, une extension donc du bras polyarticulé 6 axes, qui va à un moment chercher un outil. Et plutôt que d'encoller le dos du livre, je vais encoller l'intérieur de la couverture du livre sur exactement l'épaisseur du dos, plus les morts, à gauche et à droite, s'il y a des morts collés. S'il n'y a pas de morts collés, il n'y aura pas de morts. Et donc, de manière chirurgicale, le bras polyarticulé va actionner l'imprimante 3D par laquelle je vais thermofuser mon filament d'encre extrudé pour qu'elle devienne liquide. Et une fois que tout ça est liquide, en parallèle, le moteur d'impression qui est sur une base jet d'encre à 120 pages minute, les EBM sont sur une base laser à plutôt maximum 90 pages minute. Donc ma base jet d'encre est évidemment totalement écologique, puisque c'est de l'encre grasse, totalement désencrable. Et je précise que le Gutenberg One a été configuré pour travailler essentiellement sur des papiers recyclés, aussi bien pour les corpus que pour les couvertures. Donc, ce sont des papiers un peu particuliers à travailler parce que il n'y a pas de sens de fibre et le papier est beaucoup plus mou qu'un papier même issu de forêts gérées durablement FSC ou PEFC. Donc, on a vraiment configuré le robot pour être bio. Et les livres qui sortent de Gutenberg sont des livres bio. Donc, le système de collage est révolutionnaire. Et pendant que le corpus est imprimé, il y a un système de maintien de la couverture et de la colle de manière liquide avec 8 moteurs de drone
qui viennent s'activer et pulser donc de l'air sur une résistance qui est à 170 degrés. Et c'est ce système-là qui permet de maintenir, pendant que le book block s'imprime, on peut monter jusqu'à des book blocks de 1000 pages. Aucun concurrent hors série, EBM n'est capable de monter jusqu'à 1000 pages. Nous, on sait faire des dos qui peuvent monter jusqu'à 5 cm. Pendant que le bloc s'imprime, les moteurs de drone pulsent de l'air et on attend tout simplement que le bras polyarticulé apporte le bloc à la verticale de la couverture. Et là, il y a un système de pliage. Après, le bras fait la finition en coupe massicot, tête latérale, pied, et le livre, il est délivré. Ce principe aboutit à une économie sur le bilan carbone que nous évaluons aujourd'hui à une réduction de 70% par rapport à un livre, le même livre aujourd'hui produit chez un imprimeur avec tout le circuit de distribution. Voilà, on arriverait, ça demandera encore de l'analyse au fil de l'eau, mais on arrivera à 70% d'économie. Voilà, donc sur cette slide, nous voyons le robot dans son proof of concept, le POC. Le robot depuis a évolué et la version 1 industrielle de ce robot sera en exploitation à partir de la dernière semaine de novembre chez un éditeur libraire très connu au niveau de la place parisienne. Et nous aurons progressivement l'ensemble de son catalogue, plus de 40 000 titres qui seront en catalogue. Et nous aurons la grande nouveauté, et je suis très content que l'éditeur ait compris la pertinence d'avoir aussi des titres du jour, c'est-à-dire toutes les nouveautés qui seront disponibles chez le libraire, produites par les imprimeurs, seront également en mode bio, en mode végétal, disponibles dans Gutenberg One. J'ai découvert ça, bravo. Donc là, vous avez la nouvelle présentation donc du robot qui sera maintenant visible à 360 degrés comme un aquarium. On verra le bras pour l'articuler, travailler sur tous les angles. Et le moteur d'impression, notre partenaire, c'est la société Riso, qui va nous fournir au niveau mondial le moteur d'impression jet d'encre, noir et couleur, et plug and play sur mon robot. Voilà. Et le footprint, c'est à peu près de 4 mètres carrés, 5 mètres carrés au sol pour un catalogue infini. Hubert, si je peux me permettre, juste une question ici. Ça se présente magnifique, mais si par exemple on place donc la solution donc à la librairie ou à la grande surface ou enfin tous les endroits où vous envisagez d'utiliser cette machine, au niveau, c'est peut-être un peu technique, mais les gens qui seront donc dans le shop ou dans la librairie, comment vous attaquez en fait s'il y a des problèmes opérationnels, je dirais, donc avec le robot ou le papier ou l'encre, etc. Parce que comment est-ce que vous avez aussi envisagé ça ou est-ce que vous avez des partenaires comme j'imagine éventuellement dans le genre des vendeurs de machines photocopieuses, etc. Ils ont une équipe qui font le tour partout où il y a un problème technique. Donc, je vois tout à fait le concept. Je suis très enthousiaste, mais bon, ça reste quand même une machine. Et même avec l'imprimante à la maison, souvent, bon, on n'a plus d'encre, le papier cale, etc. Donc, comme vous voyez, faut pas aller absolument dans le détail, mais ça, j'envisage peut-être un peu comme le problème, le premier problème qui peut apparaître, quoi, quand on attend son livre impatiemment, et bon, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, merci pour la question. Et évidemment, alors vous vous adressez à un industriel. Moi, mon métier, c'est d'imprimer des livres tous les jours. J'imprime des livres depuis 20 ans.
Tous les ans, j'imprime à peu près 30 millions de livres. La problématique de la maintenance, je la connais au niveau industriel. Vous pensez bien que Gutenberg One fait l'objet de tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de robotique et de logiciel. Je m'explique. Le bras polyarticulé bleu que vous voyez là, je dirais pour faire court, c'est probablement aujourd'hui sur Terre le nombre de robots existants le plus important. C'est-à-dire que c'est un système qui est connu. Un bras polyarticulé 6 axes, c'est les mêmes que vous avez chez Renault, chez Peugeot, chez Siemens. Donc, ce sont des systèmes qui sont éprouvés, à la différence des systèmes autres qui sont avec des courroies, avec des systèmes de transfert, avec des poulies, avec des choses qui sont très mécaniques. Là, la mécanique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mécanique. C'est de la robotique. Donc, nous sommes relativement confiants parce que ça fait déjà quand même 2 ans que l'on teste le robot en situation de production. Le robot, celui-ci va arriver dans cette très belle librairie du quartier latin vers la rue des Écoles, donc à la fin du mois de novembre. Nous n'allons pas nous précipiter sur un marché mondial en disant tout ira bien, Madame la Marquise, c'est parfait, le robot il est hyper stable. Non, nous allons compléter notre système d'évaluation du robot, de comment est-ce qu'il fonctionne, de comment est-ce qu'il réagit. L'opérateur, le libraire, sera formé à l'usage donc de l'automate pour servir son client sur une base de données absolument gigantesque. On va voir comment il interagit avec l'interface, comment il est à l'aise avec le robot. Nous avons évidemment une connexion RJ45 en temps réel qui nous permettent de faire du monitoring à distance de tous les éléments donc de l'automate, à commencer par le photocopieur s'il manque du papier. Notre cellule de contrôle à distance verra les points qui posent problème. Donc s'il manque du papier pour la couverture, on le verra également. S'il manque de colle, on le verra également. Donc à distance, le robot est sous télémaintenance permanente. Donc, il y a un électrocardiogramme que nous suivons, que déjà depuis le POC, et que nous suivrons avec cette nouvelle installation, de façon à contrôler, tout comme Crew Dragon, que l'on envoie 100 passagers dans l'espace, notre Crew Dragon, il est sous contrôle total, et on sait exactement quelles sont ces différentes étapes de production, et on est sur du prédictif. On sait comment on fabrique un livre, donc on sait quelles étapes le robot doit accomplir pour fabriquer un livre. L'opérateur, le libraire, sera là pour guider le client sur le catalogue et lui expliquer la technologie révolutionnaire, écologique, bio, pour créer une nouvelle expérience du client au livre. C'est ce qu'on attend du libraire. On n'attend pas du libraire qu'il soit un mécanicien, surtout pas. On n'attend pas du libraire qu'il soit un électronicien ou un informaticien. Ça, c'est je dirais, notre ADN à nous. Nous mettons à disposition un smartphone. Il est fait pour être utilisé et pour être efficace. Donc voilà. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Il y aura donc des visites régulières qui seront faites physiquement. Vraisemblablement de faire la maintenance normale, quoi. Pour faire la maintenance normale, et quand on verra s'il y a d'éventuels soucis de trajectoire du robot et autres, on peut faire un reboot à distance du robot pour qu'il retrouve son point zéro. Hein, c'est habituellement comme ça que l'on fait. Le libraire doit être un vendeur de la solution et un utilisateur. On lui demandera de mettre du papier pour le corpus, pour la couverture, et de mettre. Il n'est pas opérateur, hein, donc voilà, c'est une solution en soi. La maintenance, c'est nous qui la faisons.
On lui demandera juste d'entretenir l'outil pour que les Ouais. vitres soient propres, et que s'il voit quelque chose d'anormal, ben, il nous le dira. Par ailleurs, nous avons une petite caméra qui est embarquée à l'intérieur du robot, qui est au niveau du plafond, qui nous permettra également de voir concrètement ce que voit l'opérateur sur l'automate. Ouais, c'est génial ça. Mais éventuellement, pour ma part, une dernière question, parce que j'ai une autre session après ceci. Euh, En fait, combien de robots est-ce que vous envisagez donc en premier temps et comment est-ce que vous envisagez en fait le marché et dans quel enfin dans quel temps est-ce que vous pensez vous situez donc au niveau de je dirais d'être à viabilité quoi de votre concept. Donc le concept s'inscrit dans ce que j'appelle l'échelle darwinienne de notre industrie, hein. C'est la dernière possibilité avant la dématérialisation totale du livre, hein. Tout ce qui est en amont, on aura besoin de tous ces outils-là. La massification, le print on demand, tout ça, l'offset est encore nécessaire. Mais il est important de rendre le livre à l'unité accessible de façon différente de comment on le produit aujourd'hui. Parce que produire du Book of One chez la Ballerie ou chez un fournisseur quel qu'il soit, comment vous allez vendre un livre 2,50 € alors qu'il vous a coûté 50 € à produire. Donc c'est la prestation de service à des éditeurs qui vous apportent de la volumétrie par ailleurs. Le marché de la longue traîne est aujourd'hui inexploité à mon sens. Donc l'utilité de Gutenberg, c'est de rendre disponible cette longue traîne qui, je le pense, va représenter à peu près 25% du marché. Là où je me situe aujourd'hui, c'est une vision que nous avons partagée avec nos investisseurs. Donc nous sommes dans une phase de levée d'argent. Jusqu'à présent, nous sommes en autofinancement. Nous avons également l'aide de la BPI qui nous accompagne. Nous avons l'aide de l'État qui nous fait du crédit impôt recherche. Maintenant, nous avons une vision qui est mondiale. Donc je dirais que dans la phase où nous sommes aujourd'hui, là vous avez une illustration du marché, hein. C'est un marché que j'estime à peu près à 9000 robots sur la planète Terre pour un potentiel de revenus annuel d'1 milliard. Donc on est sur du très 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 lourd. Mais on va y aller step by step. Le step by step, c'est équiper progressivement des libraires pour en test mesurer que nous avons raison, que nos convictions deviennent un peu des certitudes, de façon à ce que nous prenions véritablement confiance en notre brevet et continuer le déploiement. Pour cela, nous sommes à la recherche de fonds qui idéalement, nous avons besoin de 20 millions d'euros pour installer une centaine de robots sur la France et la francophonie. Mais on peut aller beaucoup plus loin, mais on y va step by step. Et je suis à l'écoute de tout investisseur européen qui serait tenté par cette aventure dans la continuité de ce qu'a fait Gutenberg. Vous avez l'illustration là des cafés littéraires sur lesquels je travaille, qui sont des lieux de vie, des lieux d'écriture, des lieux de partage, une sorte de Starbucks café, pour ne pas parler de Starbucks café, mais sont des lieux d'expérience, des lieux d'innovation. La librairie du futur ressemble peut-être à ça, avec les 80% des meilleures ventes qui sont toujours disponibles sous forme de piles et le delta, les livres à faible rotation disponibles dans l'automate via le cloud. Également des nouveaux médias qui arrivent à imprimer son Facebook, son Instagram, imprimer son smartphone. Il y aura toute une série de add-ons ou de plugins autour du robot. Les réseaux sociaux vont se greffer naturellement à Gutenberg, de façon à ce qu'à un instant T, si on veut une archive de quelque chose ou une trace de quelque chose, Gutenberg peut convertir n'importe quel flux en livre. Ben, déjà, si le Starbucks Café se réalise, donc j'espère aussi en Belgique hein, ou aux Pays-Bas, ou au moins si c'est en France, j'y serai un des premiers de venir boire un café dans le Starbucks Café.
Avec En tout cas, plaisir. moi, je vous remercie et j'ai une autre session, donc je laisse la parole à Yves. Et Hubert, bien merci, super intéressant et beaucoup de chance à vous et votre projet. À Merci, bientôt. Au merci revoir, pour Hubert. votre attention. Au revoir. Merci. Hubert, je vais en profiter pour présenter une des vidéos qui est postée sur YouTube. Alors vous me dites, hein, c'est la Gutenberg Award, c'est au Salon du Livre à Paris en 2019. Je vais vous partager mon écran pour que notre audience justement ait un petit peu une idée de votre technologie. C'est parti. Donc là, on voit le robot. Hein. Oui, là, on est dans la phase. Ah oui, on a un problème de débit peut-être, non? Allô? Allô, allô, vous m'entendez? Oui, oui, je Il vous n'y a plus entends. rien à l'écran, hein, Yves. Ah, Your connection seems low at moment. ah, Donc, you're only on audio mode. ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5, mais pas de vidéo. Alors, je vais retirer. Donc, là, j'ai pas votre vidéo. Est-ce que vous regardez en haut pour en haut, vous avez un petit bouton pour. Je ne suis pas autorisé à cliquer dessus. Ah bon, eh bien parce que c'est étonnant. Hubert, merci beaucoup. C'est pas grave. Je vous en prie, Yves. Vos spectateurs ont accès aux liens qu'il y a dans le PowerPoint. Et je ferai un accès aux liens justement sur les différentes vidéos. Donc, je vous vois de nouveau. Donc, ce qui va être important, ne vous inquiétez pas pour le public anglophone. Hein. Cette session sera également traduite dans les différentes langues, en anglais, en espagnol, et diffusée sur la plateforme Inkish, qui présentera. Merci Hubert, c'était passionnant, à la fois la présentation du concept, mais surtout du business model et bien sûr toute la phase qui est importante aujourd'hui, cette levée de fonds importante et tous les partenaires qui seront, à mon avis, nombreux à être intéressés par ce concept, car comme vous, hein, je suis également convaincu que le marché, en tout cas de la longue traîne de marché de niche, a un potentiel énorme. Donc bravo et je serai un des premiers à aller visiter votre première installation dans cette librairie, dans le Marais, hein, j'ai vu ça. Hein. Non, pas dans le Marais, Non, pas loin, ah, rue des pas Écoles. loin. Pour l'instant, je maintiens le suspense. Bon, merci beaucoup Hubert et à très bientôt. À très bientôt, Yves. Merci infiniment à Inkish de m'avoir donné l'opportunité de parler de ma passion. C'était un plaisir, à bientôt. Ciao.